Tu Alors, fais bon, l'introduction, Olivier? oui, Voilà. je vais présenter le webinaire. Donc, bonjour à tous. On est au début du troisième webinaire de cet accompagnement collectif des entreprises, des PME de la construction automobile par l'EDEC automobile, qui réunit donc l'État, la Direction générale de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministère du Travail, et les acteurs de la filière automobile, donc les syndicats professionnels, enfin les branches professionnelles, la PFA, la FIEV, et puis les fédérations qui constituent les représentations patronales des branches professionnelles de la filière, évidemment métallurgie, plasturgie, caoutchouc notamment. Cet accompagnement dans le cadre de l'EDEC se décompose en plusieurs thématiques, si vous voulez, en plusieurs leviers. Des accompagnements individuels, des accompagnements collectifs dont nous sommes en charge donc, de cabinet, Stimul Conseil MBJ, pour aider les PME de la filière, encore une fois, à négocier cette période particulièrement compliquée qu'elle traverse en ce moment. Et en traversant cette crise qui est particulière et diverse, parce qu'elle revêt plusieurs réalités différentes, finalement, permettre aussi à l'ensemble de la filière et de la construction automobile de relever un peu ces défis, notamment technologiques et stratégiques, qui sont propres de cette époque-là. Donc, cet accompagnement, vous le voyez, des entreprises et des PME se traduit par, en ce qui concerne l'accompagnement collectif, enfin, dit collectif, par deux grands outils. Un appui aux PME de la filière qui consiste en un accompagnement conseil de 3 à 5 jours sur soit la définition de projets stratégiques, soit de l'appui technique opérationnel à des projets plus ciblés, hein, de croissance externe, on va en parler cet après-midi, de performance industrielle, de stratégie commerciale, de gestion et de développement des compétences. Et donc, il y a eu plusieurs webinaires qui ont été organisés. Un premier sur les applications industrielles nouvelles issues des mutations technologiques en cours. Un deuxième sur la veille et le suivi des évolutions technologiques et marchés de la filière. On y fera un petit peu référence aussi, d'ailleurs, à ces deux webinaires cet après-midi brièvement. Et le sujet d'aujourd'hui porte sur un chapitre assez complexe à appréhender, à gérer, à conduire, qui est la coopération, soit par des partenariats relativement légers, des échanges d'informations, des coopérations sur des actions ponctuelles, soit des partenariats plus lourds et notamment de fusion-acquisition ou de rachat, d'acquisition d'entreprise, avec comme finalité, notamment par la croissance, par cette croissance externe, de limiter les risques, d'acquérir de nouvelles technologies, de diversifier le positionnement marché de l'entreprise, bref, de s'adapter à cet environnement difficile, à cet environnement surtout incertain. On va y revenir aussi. Et donc, deux autres webinaires sont d'ores et déjà planifiés. Un premier le 4 décembre sur la valorisation des compétences et de la créativité pour développer le potentiel d'innovation de l'entreprise, parce que c'est un sujet évidemment majeur pour permettre aux entreprises, et notamment aux PME et aux ETI, de rester à la fois référencées, compétitives et de retrouver des marges de manœuvre de croissance. Et le 16 décembre sur la performance industrielle, donc 5 clés à court terme pour l'excellence opérationnelle dans une PME industrielle. Il y aura un sixième webinaire qui sera organisé en janvier, mais on n'a pas encore la date, mi-janvier, sur le développement en fait, la valorisation, si vous voulez, du quatrième webinaire, celui du 4, sur l'innovation par la créativité et les compétences, et le premier sur les applications industrielles, en particulier sur les nouvelles technologies dans le domaine de la construction auto,
pour examiner comment une PME peut conduire un projet d'innovation dans cet environnement de nouvelles technologies d'innovation et de valorisation de ses ressources internes. Voilà. Donc là, on sera sur quelque chose de très opérationnel et de très tourné vers la conduite de projet et le management. Alors, avant de passer à la suite et de passer la parole à mon compère Franck ici présent, juste un mot, ce qui permettra aussi à Franck de se présenter derrière. Donc, je suis Olivier Verhaeghe, je suis consultant en stratégie, en gestion des compétences. Je travaille beaucoup sur les liens entre économie, mutation économique et emploi et besoin de compétences et de formation. Et j'ai travaillé à plusieurs reprises sur la filière automobile, y compris actuellement sur l'actualisation d'études que j'ai conduites en 2016 et 2018-2019 sur l'impact des mutations technologiques dans un premier temps, puis particulièrement de la baisse des motorisations diesel sur l'emploi et les besoins de formation. Et donc sur ces deux sujets-là, et puis j'ai travaillé également à plusieurs reprises pour la plateforme filière automobile ou des ARIA, sur cette belle filière. Et donc, sur toutes ces problématiques, j'ai travaillé avec Franck, à qui je laisse la parole tout de suite pour le déroulé de cette présentation et de ce webinaire, et puis immédiatement pour qu'il se présente. Voilà, à toi la parole, Franck. Merci Olivier. Rapide présentation de ma part, j'interviens également dans l'accompagnement de PME, de TI et organisations diverses et variées sur des sujets de stratégie, de développement, feuille de route des entreprises. Avec de l'expérience, on travaille en plus grande, alors j'ai déjà utilisé le mot fusion, peut-être pas, mais à ce point-là, mais avec les dirigeants, c'est-à-dire que on est non seulement un effet miroir, mais aussi quelque part à un moment donné un petit peu partie prenante, ou en tout cas un guide dans les décisions qu'ils vont prendre pour leurs entreprises. Donc, je les accompagne, les dirigeants, leurs équipes, sur des sujets de stratégie, d'organisation principalement. Et bien sûr, ça nous fait entrer dans le vif du sujet, dans la stratégie se posent les questions de non seulement où je veux emmener mon entreprise, à travers soit ma propre vision seule, soit ma propre vision combinée avec des éléments d'analyse un peu plus objectivés. Et on parle aussi de moyens, comment j'y vais, comment j'atteins cette route que je me trace. Et forcément, à un moment donné, se pose la question de j'y vais seul ou j'y vais avec d'autres, avec des partenaires. Donc, c'est le premier temps de notre échange, c'est effectivement de remettre en contexte ces notions de coopération, de rachat, de fusion avec la stratégie de l'entreprise. Olivier l'a évoqué, il y a différents niveaux de rapprochement possibles, des niveaux très légers à des niveaux beaucoup plus engageants. Il faut choisir son niveau à un moment donné en fonction de la stratégie que l'on veut mener. Donc, c'est bien dans ce premier point de reprendre, de faire ce lien. Deuxième niveau, deuxième temps dans notre échange, c'est effectivement d'entrer un petit peu dans les niveaux de rapprochement qui peuvent exister. Il n'y a pas de hiérarchie absolue en disant le nec plus ultra, c'est d'arriver à tel niveau d'engagement et de rapprochement avec des partenaires. C'est fonction de votre stratégie, c'est fonction de l'esprit des dirigeants, c'est fonction des opportunités, c'est fonction des besoins. Il n'y a pas ici d'école en la matière, il y a surtout beaucoup de logique à mettre en place et puis on le verra aussi sur la fin que l'aspect humain est un point important. Et en troisième point, on parlera des étapes de la croissance externe qui est quand même le niveau le plus engageant, vous en doutez bien, et qui, s'il doit être mis en œuvre, nécessite quand même quelques éléments de cadrage. Voilà, sur les trois temps que je vous propose. Alors, quelques diapos au tout début, simplement pour dire que, on vient de l'évoquer, qu'il y a un lien effectif avec la feuille de route stratégique que l'entreprise peut avoir. Donc, ça nécessite qu'elle ait déjà comme une vision assez claire d'où elle veut aller avant de s'engager dans toute logique de rapprochement.
Sinon, vous n'allez pas savoir quel profil d'entreprise ou avec quel profil d'entreprise vous souhaitez travailler, auprès de qui vous travaillez, pourquoi vous le faites, etc. Donc, c'est important d'avoir quand même posé des éléments de marché, des éléments de technologie qui vont vous réduire votre incertitude dans un univers, Olivier l'a cité en introduction, qui est complexe aujourd'hui dans la filière automobile. Ça vous permet de déterminer un cap, sachant que l'objectif, c'est quand même créer de la valeur. La valeur, vous allez pouvoir la créer par deux grands modèles qui sont connus. Soit je m'engage sur des logiques plutôt de volume, c'est-à-dire que mes pièces que je vais fabriquer sont peu différenciantes, j'ai des marges unitaires faibles, mais par le volume que j'ai, par les économies d'échelle, ben, j'arrive à avoir une masse de marge qui est quand même intéressante. Soit le deuxième modèle, qui est de dire je vais sur des éléments de différenciation, où là, je joue vraiment sur les leviers de l'innovation technologique, sur les leviers peut-être de l'innovation marketing, sur des leviers d'innovation de service ou d'organisation même. Euh, Autant dans le premier modèle, on va se dire la maîtrise des coûts est un indicateur clé, autant dans le deuxième modèle, c'est moins vrai et on va plus être sur ces éléments d'innovation. Et si je dis ça, c'est que si je veux rester ouvert à des opportunités, il faut que je sois quand même assez clair sur mon modèle. Si je suis dans une logique de conquête de marché, de volume, eh bien, je vais peut-être aller chercher un partenaire avec qui travailler, quelle que soit la forme et l'engagement que je prends, eh bien, qui répondent à ça par des capacités de production, par des économies d'échelle que je pourrais faire en travaillant ensemble, etc. Si je suis dans un modèle de différenciation, je vais plutôt aller chercher quelqu'un, un partenaire qui a une technologie que je souhaite maîtriser et intégrer, ou qui a, dans un domaine particulier, fait une innovation marquante et que je pourrais effectivement intégrer. Voilà, donc ce premier schéma, simplement pour dire attention, n'engageons pas un travail de partenariat quand on n'a pas un petit peu les idées claires sur sa feuille de route. Alors j'ai mis la phrase de Sénèque qui est dite X fois par tout bon consultant qui se respecte. Moi, je la mets très peu, mais je me dis qu'aujourd'hui, en ces périodes un peu troublées et troublantes, effectivement, si on ne sait pas où on va, les moyens qu'on va prendre vont être un petit peu compliqués. Voilà. Alors, la deuxième idée, c'est d'agir plutôt que de réagir. Là, l'idée est assez simple. Je subis très souvent et aujourd'hui, j'entends souvent des chefs d'entreprise qui me disent je ne peux plus rien faire parce que c'est de la faute. Alors, il me fait une liste infinie qui vont de l'État aux salariés jusqu'aux Chinois qui perturbent tout, y compris par les virus. Donc, ils me disent je ne peux plus rien faire, j'ai plus les mains sur les manettes de mon entreprise et donc je subis. Et je vais avoir des pressions très fortes et je vais essayer de m'adapter. Alors, aujourd'hui, oui, moi je peux pas vous tenir le discours contraire en disant non, non, mais attendez, ça c'est ringard, c'est pas vrai, vous pouvez agir, etc. Effectivement, c'est un petit peu compliqué aujourd'hui. On subit pas mal de choses. Et les pressions que vous avez, que ce soit la baisse du diesel, enfin, ça c'était un sujet qui était initié, mais aussi tous les questionnements autour de l'évolution technologique des véhicules, autour de l'usine du futur, etc., fait qu'on peut se dire, soit je vais être en permanence en adaptation, soit je vais essayer, moi, de m'imposer, c'est-à-dire de trouver un bon positionnement, de mieux utiliser mes ressources pour pouvoir agir sur le marché. Euh, je crois que le moment compliqué que l'on vit tous, que vous vivez dans votre filière, c'est de se dire, effectivement, soit je m'assieds, puis j'attends un petit peu que ça passe, et puis je m'adapte, soit je vais aller chercher des leviers pour intégrer ces changements technologiques, temps process, produits, et essayer de pouvoir jouer dessus. Et je pense que là, on fait le lien avec le partenariat, avec ces notions de rapprochement, c'est que seul, ça peut être très compliqué. Parce que d'abord, je n'y vois peut-être pas forcément clair et donc j'ai besoin d'échanger avec d'autres.
Et donc, d'échanger, de partager, c'est déjà une notion de partenariat. Et puis, pour mettre en œuvre, eh bien, à un moment donné, je n'y arriverai peut-être pas non plus tout seul. Il faudrait que j'aille chercher d'autres industriels. Alors, on reviendra sur des exemples ou des initiatives qui sont prises, mais j'avais noté avec Olivier qu'en Alsace, il y a un réseau d'entrepreneurs sur l'innovation qui travaillent en partageant des informations et des notions qu'ils ont ou des idées qu'ils ont. Et je trouve que ça, c'est plutôt pas mal. Mais on reviendra dessus Entre autres, oui. très certainement. Entre autres, hein, il y a d'autres Oui, illustrations. Voilà, donc c'est de dire, si je veux m'imposer, oui, c'est une bonne idée, mais enfin, si je veux m'imposer, si je veux agir, plutôt que réagir, mais pas tout seul. Et là, je vais aller très vite, c'est simplement que si j'agis, c'est pour aussi créer de la valeur. Trop souvent, on a eu aussi des modèles où on se disait, je vais agir sous la pression pour répondre au triptyque coût, qualité, délai. Bien sûr qu'il faut y répondre, bien sûr qu'il faut être sur ce tableau-là, mais à la sortie, ça ne crée pas forcément de valeur et on est sur des pertes d'emploi, on est sur des mortalités d'entreprise parfois, en tout cas sur des fragilisations. Et donc l'idée aussi d'inverser une spirale et d'aller créer de la valeur, de sortir un peu de son cercle de pensée, de réinventer des applications, encore une fois, moi je me dis chapeau à celui qui arrive tout seul. Mais est-ce que c'est le bon levier d'agir dans son coin, sachant qu'on peut, par les filtres cognitifs qu'on a, penser ou réinventer des applications qui ne sont pas forcément celles attendues par le marché. On peut mettre beaucoup de temps parce que je réfléchis seul et que je peux me retrouver dans des difficultés aussi de moyens d'investissement à un moment donné. Donc, je raccroche aussi cette inversion de spirale, cette création de valeur avec la notion de rapprochement de partenaires. Alors, justement, on voit que pour inverser cette spirale, pour aller chercher de la valeur, pour agir sur les marchés, pour conforter sa feuille de route ou en tout cas la construire, on voit qu'il y a plusieurs leviers. Je ne vais pas tous les citer puisque vous les découvrez sous vos yeux, mais il y a des notions de production avec savoir produire, productivité, qu'on pourrait mettre d'une manière plus large d'organisation. En tout cas, il y a des liens avec le lean management, il y a des notions de financement, etc. Moi, j'en relève 3 aujourd'hui. J'en ai 2 qui sont en couleur bleu-vert, là, qui sont plutôt sur oser, c'est-à-dire on a tendance en période où on prend un peu des coups sur la tête de se recroqueviller et un peu d'être frileux. C'est peut-être le moment où il faut oser. Oser les idées dans un premier temps et peut-être, pourquoi pas, oser dans des moyens à mettre en œuvre et qui peuvent être sur des moyens de rachat. On a, avec Olivier, accompagné une entreprise sur ce sujet-là qui s'est dit clairement, c'était sur de la croissance externe, clairement, c'est peut-être la période où il faut y aller. Parce qu'on a peut-être des entreprises qui sont entre guillemets disponibles sur le marché, parce qu'elles arrivent à un moment de leur vie, à un palier de croissance où elles seules, elles ne peuvent plus y aller. La crise, en tout cas, a pu accélérer certaines situations, et c'est peut-être le moment d'oser, d'aller rencontrer ces gens-là. Il y a un autre sujet, mais là qu'on abordera peut-être un peu moins, mais qui est la flexibilité. On l'a vu aujourd'hui avec toutes les réactions qui vont du restaurateur, même haut de gamme, hein, même voilà, qui va faire du repas à domicile, en passant par l'éducation nationale, qui fait les cours en ligne. Voilà, on a toute une palette de flexibilité qui s'est mise en œuvre. Donc ça, c'est un levier qui, à mon avis, aujourd'hui est important. Mais on va venir sur notre cœur du sujet, qui est de travailler ensemble. Et vous voyez qu'on n'a pas mis de croissance externe, hein, on a mis de travailler ensemble. Je pense que cette notion de mettre dans un pot commun à un moment donné, quels que soient les contours de ce pot, quelle que soit la taille de ce pot et ce qu'on y met dedans, c'est quand même un effet aujourd'hui positif pour aller créer de la valeur et puis pour passer ces moments de difficulté. Et on pourrait dire aussi que plus une opération de coopération, voire de croissance externe entre entreprises réussira à s'appuyer sur tous ces leviers-là, sur
l'émergence de projets, sur l'efficacité opérationnelle, sur l'amélioration des processus, sur la différenciation par le service, la productivité, etc. Donc, plus on arrivera dans la conduite du projet et de sa réalisation à créer des flèches finalement entre travailler ensemble et les autres mots écrits sur cet écran-là, plus l'opération elle-même sera réussie. C'est-à-dire que le but d'une croissance externe, ce serait dommage de n'en faire qu'un levier de synergie, de réduction de coûts et d'économie d'échelle. On va y revenir, mais c'est un point important. Quand une entreprise grandit, elle ne fait pas que justement dégager des gains de productivité. Juste un exemple très rapide. Vous connaissez, vous avez en tout cas côtoyé à un moment donné peut-être la filière textile, soit en tant que consommateur de vêtements, soit peut-être en tant que fournisseur à un moment donné. Il y a eu une concurrence très rude, internationale, une banalisation, une perte de valeur, avec tout ce qui s'en est suivi en termes de destruction de la filière, hein, avec la disparition des acteurs. Et puis on voit qu'il y en a qui sont sortis en essayant de sortir par le haut et en se disant que le textile n'est plus pensé pour eux comme une fin en soi, mais un support au service d'eux. Et ce service, ce support, il est venu au service du bâtiment, du médical, de l'aéronautique. Et donc, ça a été une vraie révolution dans les entreprises qui ont fait ce passage-là. Ça a été des révolutions de marché, bien sûr, hein, parce que quand je suis dans la chemise et que je passe dans l'aéronautique ou le médical, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Et derrière, des révolutions techniques. Et ça, elles ont été quand même pas mal portées, entre autres à cette époque, par des approches collectives qui ont permis d'avoir des diagnostics d'entreprise, qui ont permis d'avoir des ateliers de travail sur les enjeux marchés techniques, qui ont permis de partager de l'information entre les industriels déjà à ce niveau, mais aussi d'aller plus loin et de créer des partenariats avec des centres de recherche, des pôles de compétitivité. Bref, il y a eu des vraies démarches de travailler ensemble qui ont été initiées. Donc voilà, c'est pour donner un petit peu cet exemple hors de la filière automobile, mais qui dit sans de l'approche un peu plus collective, ça aurait été compliqué pour beaucoup de boîtes de passer de la chemise au médical. Alors ici, on a repris évidemment les grandes mutations stratégiques de la filière, sans insister là-dessus, parce que on l'a évoqué dans les webinaires précédents, que je vous encourage à aller suivre, qui sont d'ailleurs en ligne, je n'ai pas dit tout à l'heure, sur le site de l'OPCO2I. Alors sur le site et sur leur compte YouTube. Mais simplement, vous voyez ici, quand on parle d'électrification de la chaîne de traction, de véhicules autonomes et connectés, même si on en parle un peu moins de ces derniers temps, vu ce que ça coûte et les enjeux ou les aléas technologiques qu'il y a là-dessus. Quand on parle de pression environnementale, quand on parle d'évolution conjoncturelle radicale, alors particulièrement en 2020, mais indépendamment même de la crise sanitaire, toutes ces mutations, toutes ces révolutions technologiques en particulier font que pour les entreprises, et particulièrement les sous-traitantes ou les entreprises, les fournisseurs de rang 2 ou au-delà de la filière automobile, le fait de s'intéresser à ce que des entreprises d'autres technologies font est important, parce que de plus en plus, on a des problématiques qui associent, combinent des technologies différentes. Alors, ça peut être des technologies physiques, je dirais industrielles, hein, mécatronique, plastronique, globalement intégration de capteurs. Ça peut être des technologies industrielles et des technologies numériques de traitement de données, de traitement, d'analyse de l'information, d'intelligence artificielle. Mais en tout état de cause, on voit que le périmètre d'intervention idéal des entreprises quand elles essayent de répondre à un besoin d'un module particulier de leurs clients, et particulièrement des donneurs d'ordre et des équipementiers, est de plus en plus étendu et fait appel à des technologies que bien souvent, elles n'ont pas aujourd'hui, y compris pour une entreprise qu'on accompagne actuellement avec Franck, quand elles sont elles-mêmes déjà des entreprises à fort contenu technologique, avec un vrai enjeu de savoir-faire.
et d'ingénierie. Donc, il y a une vraie question sur le périmètre stratégique et le périmètre technologique du champ d'intervention des entreprises et particulièrement des rangs 2 et au-delà de la filière automobile. La question, c'est comment on fait pour couvrir ce besoin de plus en plus large. Est-ce qu'on s'associe, est-ce qu'on coopère, ou est-ce qu'on envisage des croissances plus importantes, des croissances plus ouvertes vers de la fusion-acquisition. Peut-être qu'il faut se dire aussi que ce genre de manœuvre stratégique a intérêt à être examiné, voire initié assez tôt quand les entreprises qui portent ces technologies nouvelles ne sont pas encore happées par la croissance des besoins dans la filière automobile et du coup deviennent de plus en plus chères et prennent de plus en plus de place dans la chaîne de valeur. Voilà, ça je vais passer assez vite parce qu'en fait on l'a déjà évoqué. Voilà, donc la première idée, c'est vraiment de se dire qu'une opération, encore une fois, on va venir sur ces différents niveaux, qu'elle soit légère, qu'elle soit très souple, très flexible, d'échange avec d'autres dirigeants, avec d'autres structures, ou qu'elle soit d'un niveau beaucoup plus engageant, euh, il faut la mettre en perspective avec sa feuille de route, parce qu'on voit bien que la feuille de route, elle va nous dire, bah, je vais chercher plutôt telle ou telle réponse à mes questions, tel ou tel profil de partenaire. Et qu'on va aller chercher à créer de la valeur et que créer de la valeur tout seul dans son coin, à ces moments où, comme le citait Olivier dans l'automobile, il y a beaucoup d'enjeux croisés et interdépendants, c'est un petit peu compliqué. Donc, ça nous amène à ce deuxième point de dire, mais c'est gentil, vous nous parlez qu'il faut mettre ça en lien avec notre stratégie, ok, c'est clair, mais tout compte fait, c'est quoi ces différents niveaux que vous évoquez depuis le début de votre échange? Alors, on les classe de l'autre côté en trois niveaux, trois catégories. Vous avez sur le bas de votre schéma des relations totalement libres. Je vais revenir dessus, hein. C'est celles qui sont le moins engageantes en termes de temps, en termes de moyens, en termes de risques, mais pas forcément celles qui créent le plus de valeur, hein. Quoique, on pourrait en discuter, mais voilà. Je peux aller dans un réseau, je peux en ressortir. Bon, ok, je paye ma cotisation, mais je peux en ressortir quand je veux, être présent ou non aux réunions, et on va voir ce qu'on peut y faire. Le deuxième niveau, c'est ce qu'on appelle des relations réversibles, c'est-à-dire qu'elles vont engager l'entreprise qui met les pieds, mais à un moment donné, l'entreprise peut dire stop, euh, j'arrête de participer à tel ou tel groupement. Et puis, je peux le faire parce que tout compte fait, j'étais plutôt sur une opération, un rapprochement ponctuel, et puis je n'ai pas engagé mon entreprise, en tout cas le marché. Mes clients ne savent pas, ne me reconnaissent pas à travers ma participation à une plateforme logistique commune ou par rapport à un groupement d'achat ou d'export partagé. Donc on voit bien que c'est réversible parce que si à un moment donné, pour X raisons, je souhaite arrêter, je peux le faire. Alors, il y a toujours peut-être des formes un petit peu de contractualisation ou d'engagement lorsque vous faites partie d'un groupement d'achat, mais en tout cas, ce qu'on veut dire, c'est que le marché, vos clients ne vous reconnaissent pas à travers ce groupement dans lequel vous êtes. D'ailleurs, pas plus qu'il vous reconnaît dans les relations libres, hein. Vous faites partie d'un réseau de dirigeants, vos clients ne le savent pas forcément. En revanche, lorsqu'on arrive au dernier niveau, les relations définitives ou quasi irréversibles, c'est que là, j'ai passé du temps, j'ai mis de l'argent, je prends des risques, c'est un engagement fort pour mon entreprise, c'est-à-dire pour mes hommes, hein, pour mes femmes qui y travaillent, pour toutes les équipes, pour les managers, voilà, c'est vraiment quelque chose qui va m'engager fortement. Et mes clients, bah, si j'ai fait cette opération, c'est qu'à un moment donné, il va y avoir un impact positif pour moi sur le marché et que mes clients vont me reconnaître comme ayant plus de valeur parce que j'ai mené cette opération-là. Et du moment où le client vous reconnaît à travers ce mouvement que vous avez fait de rapprochement et de sa formalisation à travers une croissance externe, eh bien, c'est difficile, et bien sûr aussi par rapport au regard des moyens que vous avez engagés, de tout arrêter.
Donc, on voit bien ici qu'on a un schéma un peu crescendo, hein, où on part d'un système très libre où l'engagement est limité, le risque est limité, à quelque chose où on va beaucoup plus être impliqué et parfois de manière définitive. Dans les relations définitives, ça a aussi une valeur à un moment donné sur le patrimoine de votre entreprise. Enfin, c'est un vrai impact patrimonial, hein, une croissance externe. Donc, on voit qu'on touche à d'autres choses que simplement échanger avec des partenaires. Quand on regarde ce schéma, donc vous avez quelques exemples qui sont cités, je mets tout de suite une petite alerte en disant le but n'est pas d'arriver dans la case du haut et dans ces relations définitives. Chacun est libre, et c'est là où on le raccroche avec la stratégie, de dire, moi, les relations libres me vont très bien, elles répondent à mes problématiques, à mes questionnements que j'ai sur ma feuille de route, et j'y trouve mon bonheur. Peut-être que d'autres diront, moi, il faut que j'aille un peu plus loin sur des relations réversibles, j'ai des vrais problèmes d'achat, de maîtrise des coûts d'achat, ou j'ai des vrais problèmes de compétences, si je pouvais en mutualiser avec d'autres entreprises, ce serait intéressant, et je peux m'arrêter là. Et puis, il y a des gens qui disent, bah, à un moment donné, on peut aller plus loin, ou qui commencent, ou en tout cas, qui commencent, comment je pourrais dire, qui agissent sur le levier de la croissance externe directement. Je mets un petit frein aussi, c'est-à-dire que un chef d'entreprise qui n'aurait pas quitté les murs de son usine, je vais être un peu caricatural, mais qui est un très bon gestionnaire en interne, hein, qui sait optimiser sa production, etc., mais qui n'est jamais sorti presque dans la caricature voir un client, s'il commence par une croissance externe sans avoir partagé avec des confrères, ça peut être un petit peu difficile pour lui. Donc voilà, retenez ces trois niveaux, retenons également qu'il y a un niveau d'engagement et sans doute à un moment donné de création de valeur, mais chacun va y trouver sa propre valeur par rapport à son questionnement. Et sachez que l'obligation n'est pas d'atteindre voilà, les relations définitives. Mais chacun se situe où il a envie d'être par rapport à sa feuille de route. Alors, je vous propose de les passer en revue simplement. Voilà, les relations libres, nous, ce qu'on pense, c'est que c'est quand même un bon apprentissage du collectif et de l'échange. On avait souvent des gens qui nous disaient, c'est le moment de voir qui est capable de mettre des informations sur la table, qui est capable de partager des informations, c'est-à-dire de les donner, de les partager, et quels sont ceux qui n'ont pas envie de les partager, qui sont juste là pour en prendre et en écouter. Et je trouve cette image un petit peu assez marquante parce que ça permet aussi de se dire qu'on n'a pas envie de travailler avec tout le monde. Il y a des gens et des dirigeants ou des équipes avec qui ça se passera bien parce que tout le monde joue le jeu, et puis d'autres qui sont là pour un petit peu savoir ce qui se fait chez les autres, mais sans vouloir aller plus loin et sans vouloir donner beaucoup. Donc, c'est intéressant parce que ces premières relations, elles permettent de se découvrir, de se connaître entre entrepreneurs, de partager des enjeux communs, des visions sur les enjeux, et puis surtout de découvrir les réponses que les autres ont à ces enjeux. Tiens, comment tu fais? Moi, j'ai des problèmes de compétences sur ma chaîne de production ou dans mon bureau des méthodes. Et on sait que sur le territoire, c'est compliqué pour trouver des gens. Ah ben moi, j'ai trouvé une solution. Voilà, je travaille avec telle université, telle école, etc. Et donc, du coup, ah bah tiens, j'y avais pas pensé. Et on voit bien là qu'on commence à créer des liens et puis qu'on commence à avancer sur ce partage d'informations qui permet de se découvrir. Alors, comme je le disais, elles ne sont pas engageantes pour l'entreprise, hein. Vous pouvez sortir de la relation sans contrainte. Et je l'évoquais, vous restez connu par votre marché à travers votre entité juridique, organisationnelle, et non pas par les échanges avec les autres. Donc, il y a vraiment un intérêt à aller dans ces premières relations-là. Beaucoup de chefs d'entreprise le font. Ça questionne d'ailleurs sur le métier du chef d'entreprise, hein. J'ai été à travers nos nombreuses expériences d'accompagnement de PME, de se dire, bah, il y a des gens qui sont très, entre guillemets, chefs d'atelier, c'est-à-dire, et il n'y a rien de péjoratif ni de méchant, mais c'est une évolution qu'ils ont eue et qui leur a permis à un moment donné d'accéder à la direction de leur entreprise dans laquelle ils ont été ou d'une autre, parce qu'ils ont un passé technique, un passé de connaissance des matériaux, des produits, du process, etc., qui se lancent là-dedans, mais qui ne
vont pas par nature aller à la rencontre des autres et des clients ou des marchés, ou en tout cas à minima pour leur activité. Donc là, c'est bien pour ces chefs d'entreprise d'aller dans ces cercles. Mais la vraie question, c'est est-ce que c'est le métier de dirigeant que d'aller visser le troisième boulon sur la machine? Or, le dirigeant, il doit passer du temps aussi en dehors de son entreprise pour aller chercher des idées. J'avais un exemple d'un dirigeant qui, un jour, quand je l'avais au téléphone, me disait: ah bah tu sais, tel jour, c'était mon anniversaire, je ne suis pas allé bosser, j'avais pas envie, et je suis allé à 2 conférences que j'avais repérées, et je suis revenu avec 2 idées pour ma boîte. Voilà, c'est assez illustratif, je pense. Alors, tout le monde ne le fait pas. Tout le monde n'avait pas sa façon de manager la boîte, mais voilà, je pense que c'est un message qui peut être retenu en se disant, ben, mon métier de dirigeant, c'est peut-être d'être en dehors aussi des cercles du mur de mon entreprise, et puis d'aller dans ces cercles pour aller glaner, partager de l'information et avancer sur ma feuille de route. Voilà, donc on peut aussi considérer que ce sont des prémices à des engagements plus formalisés après, parce que je vais rencontrer des gens avec qui je vais pouvoir dire, tiens, ça commence d'être intéressant, et si on allait plus loin, si on travaillait ensemble. Alors, des exemples que vous pouvez vivre, Olivier, peut-être que tu peux Oui, ah bah, ce qu'on peut dire, et j'allais rebondir aussi là-dessus, c'est que la chance qu'a la filière automobile, c'est elle est vraiment structurée, y compris à une échelle territoriale. C'est pas la seule filière comme ça, mais elle l'est vraiment, notamment grâce aux pôles de compétitivité, aux ARIA et aux syndicats professionnels. Et donc, c'est intéressant de prendre part à ces travaux-là quand on a des démarches de groupe de travail ou de formation, comme on a quelques exemples ici à l'écran, hein, sans les reprendre nommément et un par un. Pas seulement pour l'information qu'on récupère, comme vient de l'évoquer Franck, mais aussi parce que ça permet de nourrir une sorte de veille, enfin pas une sorte, une veille continue sur les entreprises qui vous ressemblent dans votre territoire ou dans la région. Et si on veut à terme mener une opération de croissance externe, ou si on se dit que c'est une possibilité d'évolution de l'entreprise, il faut évidemment, il y a un enjeu d'information, de connaissance des entreprises, de connaissance des dirigeants et d'information sur la situation économique, stratégique sur le portefeuille des clients, etc., ou marché de ces entreprises, qui est absolument fondamental. Si vous souhaitez creuser cet aspect de veille marché, je reprends mon esprit d'escalier de tout à l'heure, mais il y a pas mal d'informations, dont une partie de ce transparent-là d'ailleurs, dans le deuxième webinaire, encore une fois, qui est sur le compte de l'Opco2i. Il y a vraiment aujourd'hui des moyens de recueillir de l'information en quantité importante et à des coûts quasi gratuits pour aider à préparer ce type de manœuvre. Dans le cas qu'évoquait Franck sur cette entreprise qu'on a accompagnée sur un projet clairement de croissance externe, de rachat, la mobilisation, l'exploitation d'une étude sectorielle qui avait été faite localement a clairement été décisive dans le passage à l'acte et la conduite du projet par l'entreprise elle-même, même si nous, en tout cas, dans la constitution de la longue liste, si vous voulez, nous, on est plutôt intervenu sur la short list, si je me permets ces anglicismes, pour affiner l'évaluation, l'analyse et la faisabilité du projet. Mais pour conclure là-dessus, il y a vraiment dans la participation à ces travaux, en plus de l'intérêt évident que ça peut avoir d'un point de vue technologique, marché, etc., un enjeu et un intérêt de veille relationnelle même non négligeable. Deuxième niveau, alors on avance dans notre schéma, sur les relations réversibles. Donc, bon, je les ai un petit peu évoquées quand même, elles sont plus engageantes que les relations libres. Alors, elles sont plus engageantes puisque vous allez y consacrer du temps en tant que dirigeant ou les personnes ressources que vous pouvez mettre dans ces dispositifs de relations.
Vous allez parfois engager de l'argent aussi. Hein. Ça va au-delà de la cotisation à un club de dirigeants. Vous allez vous engager sur une durée, vous allez vous engager sur des modalités d'entrée et de sortie. Il y a une forme de contractualisation. Repensez aux exemples qui sont cités sur les groupements d'achat ou les groupements export ou des mutualisations de ressources. On voit bien que là, on n'est pas sur du libre-échange, de la discussion, on est vraiment sur de l'engagement où il y a une forme de contractualisation à un moment donné. Alors n'oublions pas que la confiance joue aussi beaucoup. On parlera notamment dans la dernière étape du rachat de la confiance dans les équipes ou entre les dirigeants qui se côtoient. Là aussi, vous avez ces expériences-là, mais la formalisation, la contractualisation n'est pas un remède à tous les maux. C'est d'abord de passer par cette étape de confiance entre les personnes qui sont dans cette relation un peu plus engageante. Ce que je dis ici, c'est que, je l'ai évoqué, mais que l'engagement est non reconnu par le marché. C'est quand même très important, cette notion de reconnaissance par le marché. Parce que voilà, vous êtes totalement libre vis-à-vis de vos clients, vis-à-vis des gens qui vous font vivre et qui constituent votre chiffre d'affaires. Et donc, si ça ne marche pas, c'est pas dramatique côté marché, côté chiffre d'affaires. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que mon client ne sait pas que je suis dans un groupement d'achat. Voilà. Je continue à conserver ma dénomination sociale, mon marque, mon nom. C'est les mêmes personnes qui rencontrent les clients. Les clients gardent les relations avec moi, ou en tout cas avec mon entreprise. Donc, il n'y a pas d'opacité à ce niveau-là. Et ça, c'est quand même assez important. D'où leur nom hein, d'action et de relations réversibles. Alors, elles sont sur un temps. Alors, l'exemple que je donne contredit un petit peu quand même ce côté relation marché, mais on avait travaillé il y a une époque dans le ferroviaire sur dire, ben voilà, on a un ensemble d'industriels dans la vallée, dans le département de la Loire, sur des pièces mécaniques. Est-ce qu'on ne peut pas ici créer des grappes de fournisseurs qui vont pouvoir posséder des savoir-faire complémentaires? On va mettre des chefs de file. Enfin, on va essayer d'organiser tout ça pour éviter d'aller frapper à la porte d'un fabricant de train de manière isolée, tout seul, et puis quelque part de se faire manger sur le triptyque coût, délai, qualité. Et là, on voit bien que si on va sur des grappes de fournisseurs, on est capable d'apporter des offres beaucoup plus globales, des solutions plus fonctions que des pièces simplement, par la mutualisation de moyens, qu'on peut aussi répondre en termes de capacité. Mais on voit bien que derrière ça, il y a quand même déjà un niveau d'engagement un peu plus élevé. Et là, on est un peu plus engagé d'ailleurs que dans un groupement d'achat, hein, on le voit bien. Mais on sent aussi que cette dynamique, il y avait des grappes comprises hein, qui ont fonctionné et d'autres qui ont peu fonctionné. Tout dépend aussi des hommes qui constituaient, des ressources humaines qui constituaient ces grappes. Olivier? Oui, bon, sur là, on a l'automobile. juste quelques illustrations hein, Ouais. de ce type, quelques autres illustrations de ce type de coopération. Donc, il y aurait, on pourrait en remplir des dizaines de pages, mais j'ai pris quelques exemples que j'ai repérés récemment. La création d'un réseau d'entrepreneurs innovants en Sud-Alsace dont parlait Franck tout à l'heure, qui a l'intérêt justement de se traduire par des groupes de travail et donc des lieux d'échange sur l'industrie du futur, l'intelligence artificielle, les technologies de l'information. Donc là, on est sur de la coopération plutôt technologique, organisationnelle, sur de l'échange d'informations qui peuvent être formateurs pour l'équipe managériale. Des appels à projets franco-allemands, vous me direz que ça suppose de savoir parler allemand, certes, ce qui n'est pas mon cas, donc je serais bien incapable de participer à ce genre de choses, mais en tout cas, le fait d'être dans un partenariat, alors c'est quand même intéressant que ce soit avec l'Allemagne, parce que leur expérience et leur expertise en matière de transfert de technologie est largement démontrée, pour ne pas dire qu'elle est largement supérieure à la nôtre. Vous avez voilà, d'autres exemples comme celui-ci extrait du site de Moveo ou les formations organisées par les ARIA. Et puis, vous avez également, ce qui est intéressant aussi, des dispositifs d'accompagnement individuel, cette fois-ci à la conduite des projets. C'est-à-dire que
de ces échanges d'informations, donc de ces coopérations relativement souples, hein, qui existent même souples et libres dans ces partenariats, pour reprendre les termes de Franck. On a la possibilité de tirer des opportunités d'innovation, des idées nouvelles, effectivement, et on a des dispositifs qui peuvent, dans toutes les régions, j'ai pris un exemple néo-aquitain, mais on a ça dans à peu près toutes les régions sous des formes quelquefois différentes, mais avec une espèce de standard quand même commun assez régulièrement. On a des échanges des possibilités d'accompagnement individuel de l'entreprise. Vous voyez ici, pris en charge à 100% quand même sur du diagnostic et ensuite sur de la conduite opérationnelle de projet. Donc c'est quand même très intéressant pour une entreprise qui n'est pas nécessairement très structurée pour conduire des projets complexes de ce type-là. Et ça, on a d'autant plus l'information sur l'existence de ces dispositifs qu'effectivement, on est proche de ces organisations collectives, évidemment, parce que l'information circule beaucoup par ces biais-là, même si en pratique, enfin, sur le principe, tout est relativement public et grâce au site Internet, mais tout le monde ne fait pas le tour de tous les sites Internet qui peuvent les concerner chaque matin au moment du café, quoi. On est assez. Voilà, je pense que c'est ces deux niveaux qu'on a évoqués, ces relations très libres ou ces relations réversibles. On est assez porteur, nous, de ces idées-là auprès des dirigeants parce que, encore une fois, moi, ça me questionne beaucoup sur le métier de dirigeant ou des équipes de direction, qui est de dire c'est plutôt notre valeur ajoutée de manager ou de dirigeant et plutôt aussi d'être à un moment donné en dehors des murs de l'entreprise, d'être à la rencontre avec les autres, d'aller à la recherche d'idées, d'aller à des engagements un peu plus poussés que les recherches d'idées. Et que plus la période est complexe, troublée, plus il y a de l'incertitude et qu'une des façons de réduire peut-être l'incertitude, c'est d'avoir les idées des autres, d'avoir les réactions des autres, les visions des autres et de partager tout ça. Donc on est assez enclin à amener les dirigeants sur ces réflexions-là. Maintenant, le troisième niveau, comme on l'évoquait au début, ce n'est pas une fin en soi, hein, d'aller sur ces notions de fusion, d'acquisition, hein, ces notions de croissance externe et de rachat. Ce n'est pas une fin en soi, ce n'est pas un aboutissement. On peut arriver juste par là, mais c'est quand même pas mal d'avoir un peu des expériences des autres niveaux, hein, ça je l'ai évoqué, et c'est quand même quelque chose qui est extrêmement engageant pour l'entreprise. Et il faut y aller avec une certaine méthodologie ou en tout cas une certaine objectivation des informations. C'est ce qu'on évoquera dans le troisième point. Et là, on est vraiment sur ces relations irréversibles, quasi définitives, hein, puisque tout compte fait, là, vos clients vont vous reconnaître à travers l'opération que vous avez menée de croissance externe. Parce qu'à un moment donné, vous voyez votre nom disparaître ou le nom de votre partenaire disparaître et que forcément, ça a un impact sur le marché. Et ça a un impact fort. C'est complexe puisque il va falloir jouer sur deux leviers de manière parallèle, hein, et en même temps, c'est le besoin de se faire connaître à nouveau sur le marché et d'expliquer l'offre et d'expliquer en quoi le fait de s'être allié, d'avoir fusionné, d'avoir racheté une entreprise, ce que ça apporte comme valeur à mes clients et aux clients que je ne connaissais pas, hein, mais qui me tombent dans mon panier. Et puis, l'autre plateau de cette balance, hein, de cet équilibre, c'est un gros travail sur l'organisation nouvelle à mettre en place, hein, pour servir le marché. Et le risque, c'est que vous passiez beaucoup de temps sur l'organisation au détriment du marché. Donc, on voit bien que c'est un impact fort. Ça veut dire qu'il faut être quand même un peu costaud, un peu solide. Il faut vraiment avoir pensé le truc, ne pas se lancer tête baissée dedans, parce que voilà, les risques sont quand même beaucoup plus conséquents et ça peut avoir un impact sur la valeur patrimoniale de l'entreprise. Alors, on va entrer plus en détail, hein, sur ces notions de croissance externe parce que ça nous semble aussi important de dire, puisque le risque et l'engagement est important, il faut mettre en parallèle une démarche un peu structurante. Alors, cette démarche, on la voit en 4 étapes.
La première étape, on l'a évoqué, mais je reviendrai rapidement dessus, qui est quand même la réflexion sur la stratégie future, c'est-à-dire où je vais et est-ce que les leviers sont des leviers de croissance externe ou une croissance organique. Si je suis sur effectivement cette confirmation que c'est la croissance externe qui est le bon levier pour atteindre ce que j'ai écrit dans ma feuille de route et en tout cas ma stratégie, ben, il va falloir que j'aille chercher une cible. Et là, comment je fais? Parce que tout compte fait, toutes les entreprises qui sont autour de moi dans un même domaine ou en tout cas dans un domaine ciblé pourraient être potentiellement des cibles. Donc, il y a vraiment un travail d'analyse à faire ici, qui est un gros travail. Alors, Olivier citait des études, on reviendra dessus, qui va permettre de filtrer, hein, et puis d'arriver à ce qu'on évoquait, une shortlist. Après, il y a l'étape, bien sûr, d'évaluation d'audit, hein, de négociation, où là, c'est quand même assez complexe, hein, puisque l'expérience aussi, si on est trop dans le domaine industriel, on a des gens qui vont ne regarder que le parc machine du partenaire à reprendre, et c'est quand même un petit peu restrictif et limitatif. Donc il faut vraiment regarder toutes les facettes de l'entreprise, il faut être en capacité de la valoriser, et puis effectivement d'enclencher le partenariat. Et là, c'est quand même bien d'être appuyé par des gens un peu spécialisés. Et puis, il y a la dernière phase qui est, une fois que vous avez fait l'achat, la reprise, c'est l'intégration. Et là, c'est quand même assez compliqué. Ça se passe bien dans certains cas, mais dans pas mal de cas, c'est là où on rencontre les plus grandes difficultés, puisque on est à même on est dans la réalité, on est sur le terrain. Alors, je vais décrire rapidement les 4 motivations pour la croissance externe. Vous allez toujours avoir une ou deux motivations qui vont sortir du lot en disant, et c'est là où on refait le lien avec sa stratégie, je veux conquérir le monde et donc la croissance externe est le bon levier parce que ça va être un vrai effet d'accélérateur et c'est la notion de marché qui m'intéresse beaucoup plus que la notion de savoir-faire ou peut-être de capacité. En revanche, je peux très bien dire, je suis trop petit aujourd'hui pour jouer dans l'univers de la filière automobile. Je suis un trop petit fournisseur. Il faut que je monte sur cette notion de capacité de production pour être reconnu et peut-être d'élargir mes savoir-faire. Et là, on va jouer sur deux autres leviers. On peut même aussi imaginer le levier économique, qui est d'avoir une surface financière suffisamment pertinente pour être dans les panels ou en tout cas dans les radars des clients. Si on prend la partie marché, on voit bien que les objectifs, hein, je vais les passer assez rapidement, ils sont simples à comprendre, c'est que je vais aller chercher un partenaire et racheter l'entreprise qui va me permettre de capter de nouvelles parts de marché rapidement ou d'acquérir des nouvelles positions sur des nouveaux marchés ou des nouveaux réseaux commerciaux. Donc on a bien ces deux notions, c'est-à-dire que je peux rester sur mon marché historique, mais en prenant un partenaire qui est déjà implanté là-dessus, bah, je gonfle ma part de marché, ou je peux aller sur des nouveaux marchés, ceux que je ne connais pas. Et là, je sécurise mon entrée sur ce marché avec un peu un effet accélérateur. C'est de prendre des positions sur des nouvelles zones géographiques, c'est de diversifier les risques marchés. Ça, on l'a évoqué en introduction. Je crois qu'aujourd'hui, c'est quand même un enjeu quand je dépends d'une filière et si je suis avec un chiffre d'affaires 80% automobile ou 80% bâtiment, quelle que soit la filière dans laquelle je suis, eh bien, effectivement, on voit bien que quand il y a des retournements de marché, les risques et les conséquences sont quand même significatives. Et que ça fait réfléchir à un moment donné pour dire et si j'allais sur d'autres marchés. Et tout de suite la question, ah oui, mais quand je passe du textile au médical, je ne sais pas faire. Eh bien, voilà, je peux peut-être approcher ça par des partenaires. La notion de taille critique et de visibilité qui peut avoir une importance. Et puis l'effet accélérateur, hein, que j'évoquais. Vous pouvez gagner en temps sous réserve que votre intégration se passe bien de manière très opérationnelle. Les savoir-faire, acquérir de nouveaux savoir-faire techniques, commerciaux, organisationnels. Pensons bien aux savoir-faire sur l'ensemble de la chaîne de la valeur, hein, qui vont depuis les idées de conception, hein, jusqu'à la commercialisation. Ne restons pas uniquement sur du savoir-faire à un moment donné production. Ça permet vraiment de renforcer ses compétences parce que
L'exemple qu'on avait qu'on a mené avec Olivier tout récemment, c'était aussi des entreprises qui ont été ciblées parce que les compétences étaient plutôt des personnes jeunes formées aux derniers savoirs et techniques. Voilà, donc il y avait un niveau de compétences beaucoup plus poussé, alors moins d'expérience, mais beaucoup plus poussé que ceux qui existaient dans l'entreprise. Donc ça peut jouer à ce moment-là. Bien sûr, l'effet d'expérience, jouer sur la pyramide d'âge aussi, mais enfin ça, c'est pas non plus la finalité, mais c'est aussi un regard à avoir. Mais vous voyez qu'il y a un mais, et quand il y a un mais, c'est toujours, il faut être attentif, c'est que ce mais, c'est attention au départ. C'est-à-dire que je sais vivre en tant que salarié dans un univers parce que ça fait 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans ou plus que je suis dans l'entreprise. J'ai mes habitudes de fonctionnement, j'ai mes habitudes relationnelles, je sais comment mon collègue de travail se comporte, je sais ce qu'on attend de moi, etc. Et de voir arriver quelqu'un qui va venir reprendre l'entreprise peut me déranger, peut me mettre dans une situation d'instabilité, de questionnement, et je suis même en droit de me dire, ben, je ne me retrouve pas là-dedans, donc je m'en vais. Et on voit bien que, alors, en milieu industriel, c'est très clair, c'est moins dramatique qu'en milieu service parce que vous avez, par votre achat, un parc machine, vous avez voilà, un portefeuille client qui va être lié à un moment donné à votre savoir-faire produit que vous mettez sur le marché. En milieu service, c'est souvent dramatique parce que vous vous retrouvez à la sortie avec une coquille vide. Donc, il faut être attentif à ça et à ce risque de départ des savoir-faire. Donc, ça veut dire qu'il faut identifier les compétences clés dans l'entreprise et il faut arriver à les verrouiller. Demain, vous rachetez une entreprise en ne discutant qu'avec le dirigeant qui peut voilà, ne pas vous donner toutes les informations en toute transparence. Voilà, il ne cherche pas à biaiser le truc, mais il ne vous donne pas tout parce que vous ne posez pas non plus toutes les bonnes questions. Et que si vous identifiez qu'il y a 2 ou 3 compétences clés dans l'entreprise et que celles-ci s'en vont, moi j'ai toujours été un exemple parce que ça a marqué dans la porcelaine, hein, il y a un poste clé, une compétence clé qui est l'émaillage, cette capacité à tremper dans un bac le produit et le ressortir, c'est très très technique. Enfin, c'est beaucoup d'effets d'expérience. Si vous rachetez une boîte et que la personne s'en va, vous avez une étape du process qui s'arrête, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas finir votre produit, vous ne pouvez pas le cuire, etc. Donc, ce qui est quand même dramatique. Voilà, donc la notion de compétences clés aussi à ce niveau-là est assez importante à identifier et à chercher à verrouiller et se poser la question, bah, si ces gens-là partent, je n'ai plus la même valeur de boîte en face. Et je ne sais pas comment les remplacer, forcément. Sur la capacité, là, on est vraiment plus sur les éléments d'outils industriels et de production, homme-machine. Donc, on voit bien qu'on peut vouloir renforcer ses capacités par des notions de volume. On peut aussi chercher à rationaliser, mutualiser les outils de production pour des notions de logique d'économie d'échelle, compléter les savoir-faire industriels amont, aval, c'est-à-dire que tout ce qui est bureau des méthodes, industrialisation, etc., ou aval sur des démarches un peu support, qualité et autres. Mais ce qu'on dit aussi, et par nature un peu des profils de dirigeants, et je l'ai évoqué, c'est de ne pas porter un regard que technique qu'industriel lors du rapprochement. Parce que là, on se remet dans son gouffre un peu de chef d'atelier, là, ce cercle fermé, et du coup, on peut passer à côté de choses, notamment de la notoriété ou de la, pardon, de la relation de la boîte sur son marché avec ses clients, qui est quand même assez importante. Et puis l'économique, j'ai évoqué la consolidation capitalistique pour être présent dans les panels, mais c'est aussi de créer une complémentarité en termes de flux financiers. Alors ce qui est assez intéressant, je ne veux pas entrer dans les détails, mais vous avez des entreprises parfois qui ont ce qu'on appelle un portefeuille d'activités un peu obèse, c'est-à-dire qu'elles ont des activités qui génèrent beaucoup de rentabilité, qui crachent de l'argent, comme on dit, mais sur des produits en fin de vie, en fin de cycle de vie. Et donc, en fait, comme l'entreprise n'investit plus, que bon, le marché est encore là, ben je vends, j'ai un effet d'expérience, des économies d'échelle, j'ai des marges, et ma boîte vaut en fait cette valeur-là.
mais sauf que 3 ans après, elle vaut plus grand-chose, quoi. Mais ça peut être intéressant à un moment donné d'être aussi dans une logique économique, de dire pendant 3 ans, là, je vais avoir une source de flux financier qui est intéressant. À l'inverse, vous avez des entreprises qui vont être sur des activités en développement nécessitant du cash, mais vous avez bien compris que 2, 3 ans, 4 ans après, elles vont être en position de force sur le marché, mais vous allez devoir financer ce développement. Et c'est souvent des financements de paliers de croissance qui vont mener à ce rapprochement. Donc on voit bien les notions économiques, cette dimension économique qui joue sur la croissance externe. Sur la définition et la recherche de la cible, quelques mots, puisque c'est quand même là un premier écueil, c'est-à-dire que je peux avoir mené ma réflexion, j'y vois à peu près clair, je sais que la croissance externe, c'est le levier qu'il me faut, je vois le profil d'entreprise avec qui je veux aller travailler, mais alors, comment je m'y prends ? Et donc, là, il faut peut-être regarder... Olivier va dire Oui. 2 mots, mais sur ces éléments de veille qui étaient déjà évoqués. Voilà, dans le deuxième. Et on voit apparaître notamment le groupe de travail, ces groupes de travail qui font partie de ce panel de sources d'information. Voilà, donc c'est ce que j'évoquais à propos des outils ou des sources d'information mobilisables pour qualifier des fichiers d'entreprises cibles, entre guillemets. Cible, c'est un peu agressif comme terme, mais permet de présentant des opportunités de croissance. Vous voyez beaucoup de sources d'informations différentes. Le message, si vous voulez, du deuxième webinaire, c'était que les outils de veille, notamment les outils informatisés de veille aujourd'hui, permettent quand même de structurer l'information de façon beaucoup plus efficace que dans le passé, et qu'on peut vraiment gagner du temps dans la surveillance de son environnement. Mais c'est certain que organiser la formation sur des entreprises, par exemple, géographiquement proches, sectoriellement proches, ou qui peuvent être intéressantes en termes de technologie, c'est quelque chose qui suppose un travail de surveillance un peu constant. Donc, les outils les plus précis, les plus ciblés, les plus consommateurs de temps aussi sont ceux qui sont en haut à droite, les missions ciblées d'intelligence économique. Donc ça fait appel à des prestataires spécialisés dans le métier d'intelligence économique. Les groupes de travail sont de l'appui, notamment à la valorisation de l'information que les entreprises elles-mêmes peuvent détenir en interne, notamment entre le bureau d'études et la force de vente. Et puis, l'info grise, c'est-à-dire non nécessairement publiée, ou la veille brevet, qui là aussi vont demander un travail d'investigation un peu plus important. Voilà, bon, là-dessus, je passe très vite parce que le temps commence à nous contraindre un peu, mais vous avez ici des sources d'informations payantes ou gratuites même, dans le cas de l'INPI, qui peuvent aussi permettre de mobiliser de l'information financière sur un certain nombre d'entreprises. Alors, dans le cas de l'INPI, ça demande la mise en place d'une petite API informatique, enfin un petit programme informatique, c'est pas très compliqué. Mais ça permet d'extraire des données sur plusieurs années d'entreprises potentiellement intéressantes. Les outils qui sont en haut, Astray et Diane, notamment Astray, permettent également de faire ce travail-là. Ça vous évite d'acheter un par un des comptes sur d'autres sites. Tout ça est une question d'équilibre et de nombre d'entreprises à surveiller, mais voilà. En tout cas, l'information est mobilisable, ça c'est sûr. L'entreprise qu'on a accompagnée là, dans le cadre de cette démarche sur la croissance externe avait utilisé le fichier Plimsoll, donc qui permet de repérer, donc ils ont acheté ce fichier-là, et ça leur permettait d'avoir des notions un peu de performance commerciale, financière des entreprises qui étaient listées. Et ils ont fait un premier travail sur ce fichier-là de hiérarchisation, en disant, on a, je ne sais plus combien, ils avaient une quarantaine, je crois, ou une petite cinquantaine de noms. Et ils ont monté un groupe de travail en interne, donc ça c'est aussi intéressant comme pratique, et de dire comment on passe de 50 à 6 ou 8 entreprises qui peuvent nous intéresser.
Ils ont fait ce travail, évacué alors des entreprises sur lesquelles il y avait peu d'informations ou qui étaient géographiquement éloignées, ça ne leur convenait pas, ou un peu en dehors de leur champ technique. Et puis, ils ont réduit ça et après, vraiment se poser la question de comment je fais pour aller plus loin, c'est-à-dire de passer de ces 5-6 noms qui me restent à une ou deux cibles, voire 3 maximum intéressantes. Et c'est là où on les a accompagnés, où on a, avec une grille d'analyse qui reprend 5 points. On va y passer un tout petit peu de temps, mais je pense que c'est un outil que vous pouvez facilement vous approprier, qui est de dire, dans cette grille d'analyse, on parle de quoi? On parle des marchés, on parle des savoir-faire, de l'entreprise qu'on cible, on parle de sa dimension de capacité de production, on parle de son organisation et on parle bien sûr des éléments économiques et financiers. Et donc, on leur a proposé un certain nombre de critères dans chacune de ces catégories. Et on leur a dit, en fait, ce qui est intéressant, c'est un exemple sur le marché. On va revenir sur les critères, mais on leur a dit, ben voilà, ce que vous faites, et on les a accompagnés là-dessus par groupe de travail en disant, vous prenez chacun des critères, vous mettez une pondération. Ce critère est plus important que l'autre, etc., au regard de notre projet. Et puis, vous notez les entreprises. Donc, on a fait ce travail collectivement de manière très détaillée. Vous voyez que simplement sur la partie marché, on a parlé des produits, on a parlé des clients, on a parlé des zones géographiques, on a parlé également de l'image de l'entreprise ciblée. Et eux, ils avaient 6 entreprises sur lesquelles on a travaillé et mis des notations. Alors, ça a deux effets qui nous paraissent importants dans cette réduction de 6 à 2 cibles, ou 3. C'est de se dire, j'objective quand même ma démarche parce que quand je mets une note, je reste pas des paroles en l'air. Voilà, et il faut que si je mets 3, si je mets 5, si je mets 4, il faut que c'est un sens et que je puisse l'argumenter. Donc il y a une forme d'objectivation. Et puis dans le groupe de travail, il y a une forme d'échange aussi, des idées, des regards sur l'entreprise. Et donc forcément que ça permet d'être un peu plus intelligent collectivement que tout seul avec son regard. Donc ça fonctionne plutôt pas mal. On vous a mis simplement par grand domaine les questionnements que vous pouvez vous poser. Par exemple, sur les produits, est-ce que ça renforce notre offre, notre gamme sur nos marchés actuels? Où est-ce que j'acquiers une nouvelle offre complémentaire à celle existante sur nos marchés actuels? Est-ce que je vais pouvoir prendre des positions sur des nouveaux marchés ciblés par l'entreprise avec notre offre? Et là, on est dans une forme de diversification des risques. Est-ce que je peux prendre des positions sur des nouveaux marchés ciblés par l'entreprise avec la nouvelle offre? Et je suis toujours dans la diversification des risques. Est-ce que je peux prendre des positions sur des marchés non ciblés à ce jour? Je n'y avais pas pensé. Mais en fait, en reprenant cette entreprise, ça m'ouvre les portes de tel et tel domaine. On fait le même travail sur les clients. Est-ce que ça renforce notre présence chez des clients communs? Est-ce que j'acquiers des nouveaux clients sur mes marchés ou sur des nouveaux marchés ou sur des nouvelles zones géographiques? On voit aussi les zones géographiques, je passe un peu plus vite, c'est les prises de position, voir aussi l'accès au développement international, dont on sait que c'est pas simple, ça demande du temps, et puis l'image de l'entreprise. Ce qui n'est pas neutre, l'image de l'entreprise. Attention sur l'appréciation client, parce que si vous rachetez une entreprise qui est mal perçue, voilà. Donc c'est des questions aussi. Est-ce que vous avez dans vos démarches des retours clients, un peu des démarches de retour client structurées, des démarches de satisfaction client ou pas du tout? Voilà. Donc ça peut être intéressant d'aller chercher ces informations-là. Sur les savoir-faire, vous voyez qu'on parle de l'outil, enfin des outils. Encore une fois, des outils R&D, conception, bureau d'études, outils de production, voire d'intégrer des étapes dans mon process que je sous-traite à ce jour. Ça peut être la finition de mes produits, du traitement de surface et autres. On va parler des compétences hommes, mais je les évoquais tout à l'heure en disant attention au risque de ne pas voir ces compétences s'il y a des compétences clés qui
qu'elle s'en aille. Et vous voyez là aussi qu'on balaye l'ensemble de la chaîne de la valeur. Des questions d'intégration amont, aval dans la filière, et puis de regarder si l'entreprise est présente dans des réseaux, voilà, pour renforcer ses compétences. Capacité, là on est vraiment sur de la capacité. Donc là souvent les dirigeants qu'on voit sont assez à l'aise là-dessus parce qu'ils vont dire ah ben, le parc machine il est moderne, il n'est pas moderne, il est complémentaire, il me permet de faire des petites séries, des grandes séries, etc. Donc là vous avez une liste de questions. L'économique, j'accélère un petit peu pour qu'on puisse aller au bout sans étouffer et en pouvant respirer. Les investissements, alors ce que j'évoquais, hein, voilà, je reprends une entreprise, est-ce que j'ai des activités qui vont me demander du cash ou au contraire qui vont m'en générer, est-ce que les activités s'autofinancent, et puis de regarder un peu les contributions au chiffre d'affaires, à la marge, voilà, de l'entreprise que je reprends. Sujet important, l'organisation, le management, la capacité à intégrer la nouvelle organisation, ça c'est des vraies questions. Alors là, on est sur des questions un petit peu entre guillemets techniques, hein, comment je vais répartir les productions entre différents sites, comment je vais assurer une logistique intersite, comment je réorganise géographiquement ma force commerciale, comment je réorganise mes fonctions support entre les sites. Et puis, on voit qu'on glisse vers les notions un peu plus sensibles, des sujets un peu plus sensibles des RH, notamment des doublons liés à la restructuration, enfin, qui peuvent nécessiter une restructuration ou des doublons managériaux. Et là, on commence à mettre le doigt vraiment sur quelque chose qui est quand même difficile à rendre objectif, mais qui est un vrai sujet derrière d'intégration. Voilà. Alors après, en synthèse, vous vous amusez, vous faites des pondérations de ces 5 critères, vous mettez vos notes et vous avez les entreprises qui ressortent comme étant les plus attractives ou les moins attractives. Mais ça, c'est que de la notation. Voilà. Tout ça pour dire, cet outil, il permet il permet en fait de se poser les bonnes questions, d'essayer de les objectiver et de partager en interne la vision des gens qui sont associés à cette démarche. Les grilles qu'on vous présente ne sont pas fermées, c'est-à-dire qu'elles doivent être adaptées aussi à chaque entreprise qui va dire, moi j'ai plutôt un sujet sur l'innovation, là-dessus il n'y a pas trop de trucs, comment on peut creuser, etc. Donc c'est vraiment une base, mais c'est la démarche aussi qui compte. Et lorsqu'on a fait ça, effectivement, on est censé arriver à une ou deux entreprises jugées au regard de l'objectivation qu'on a pu faire pertinente dans le cadre d'une reprise. Et là se pose la question de comment je fais pour la première approche. C'est bien, j'ai 2 noms, 3 noms. Si j'appelle, comment je me présente, et en fait, qu'est-ce que je vais chercher comme première information pour garder le sujet ouvert, ne pas le fermer et ne pas trop me dévoiler non plus. Alors nous, on l'a fait pour les entreprises concernées, vous voyez, où on a appelé les dirigeants des entreprises ciblées en étant assez clair et en disant aujourd'hui, est-ce que c'est un sujet pour vous d'être potentiellement dans un radar d'une entreprise qui souhaite acquérir d'autres entreprises? Donc on pose la question, pour quelles raisons, hein, si oui, sinon, est-ce pertinent? On va un peu vite quand même sur les conditions envisagées dans le cadre d'une session. Est-ce que moi, dirigeant, je veux rester? Comment j'imagine ce travail, cette reprise pour mon équipe? C'est-à-dire que ça fait peut-être 15 ans que je suis dans cette boîte-là et donc je n'ai pas envie que mon équipe me dise que je l'ai trahi, hein. Donc voilà, donc il y a ces questions-là autour des conditions de la session. Il y a comment on imagine le profil d'un éventuel repreneur, déjà dans le métier, pas dans le métier, une grosse entreprise, une petite, familiale, pas familiale, etc. On pose la question aussi sur les points, les étapes critiques dans la reprise, au regard de celui qui peut être potentiellement repris. Et puis, on va sur quelques éléments, par exemple, de situation de l'entreprise, notamment en termes de positionnement de marché, de répartition du chiffre d'affaires, en termes d'organisation, hein, de RP, de nombre de pièces, enfin voilà, si on fait des petites séries, des grandes séries, d'outils de production, etc. Et en fait, cette première approche, elle permet effectivement de repérer les dirigeants qui disent, bah oui, moi je suis, pourquoi pas,
voilà, ouvert, où j'y ai déjà pensé. On est même déjà venu frapper à ma porte. Et donc, on réduit encore un peu cette cible de 5-6 voilà, à quelques, à deux, ouais, un ou deux industriels qui disent OK, on peut aller plus loin. Et après, nous, on a mis en relation, hein, notamment sur notre dernière expérience, entre le dirigeant visant une reprise et puis deux entreprises qui étaient ouvertes à la discussion. Je vais aller, pour conclure assez vite, l'audit négociation, c'est une phase importante. Je l'ai déjà dit, c'est de bien les mettre ça en lien avec sa feuille de route stratégique, la vision des dirigeants, et de bien porter un regard sur l'ensemble des dimensions de l'entreprise et pas que seulement sur un sujet technique ou financier. Là, on conseille vivement, il y a des gens qui sont quand même spécialisés. Ça commence par l'expert comptable qui peut avoir son regard sur la partie financière. Mais après, c'est aussi bien, si c'est un petit peu engageant, de faire appel à des gens qui vont être en capacité de porter ce regard et puis de statuer sur une valeur d'entreprise, de reprise. Et puis l'intégration, hein, c'est la phase la plus délicate, parce qu'on va traduire ces visions en objectifs et en réalité, hein, ça va devenir du vivant, du concret. Ce qu'on se dit, c'est que pour que ce soit réussi, il faut que la valeur ajoutée issue de cette reprise soit supérieure à la valeur ajoutée de chacune des entreprises prises individuellement. Donc, c'est compliqué de mesurer ça, hein, parce que ce n'est pas simplement sur un tableau Excel qui va dire ma dernière ligne de résultat net, elle me donne ça, et c'est quand même vachement intéressant. C'est quand même de porter, encore une fois, un regard sur la façon de fidéliser les clients, de voir grandir, ou en tout cas peut-être redynamiser son portefeuille client. C'est aussi la valeur ajoutée sur les compétences, etc. Et voilà, est-ce que tout compte fait, la part de marché du nouvel ensemble est supérieure à la part de marché de chacune des entreprises prises individuellement? Donc, on est vraiment sur, on va voir sur la diapo la dernière diapo, hein, c'est que, est-ce que le 1 plus 1, qu'est-ce que ça donne, hein, c'est ça. J'ai mis un chiffre sorti des sources Xerfi qui dit quand même que vous voyez que les rapprochements sont quand même source d'échecs, donc on y laisse de l'énergie, on y laisse du temps, on peut y laisser du temps, c'est de l'argent, on peut y laisser de la frustration, on peut y laisser des doutes, des craintes sur d'autres opérations. On a passé beaucoup de temps peut-être sur ce sujet-là au détriment de ces sujets clients, marché, production, etc. Donc, les causes d'échec, hein, c'est soit il y a eu un surenchérissement au moment de l'acquisition, mais ça, je laisse les spécialistes de la valorisation faire leur travail. Mais l'échec, c'est aussi qu'on passe beaucoup de temps à s'organiser en interne au détriment de s'occuper du marché. Donc ça, c'est aussi un clignotant, une alerte qu'il faut avoir. Attention à ne pas se focaliser que là-dessus, que sur cette organisation. Voilà, un mot de conclusion peut-être sur le dernier, oui, le dernier transparent. Oui, Peut-être qu'on peut passer sur celui-là parce que tu as déjà évoqué ces points-là. oui, oui. Franck, je pense que ce serait quelque Oui, chose oui. que Ne tu… pas être trop gourmand, juste la dernière ligne. Ouais, Un dirigeant nous l'a dit, j'avais une entreprise que je voulais contacter, enfin, etc. Mais je me suis aperçu qu'ils étaient trop gros et ça me faisait peur. Voilà, voilà. c'est un peu la gourmandise est un vilain défaut Voilà. à tous les Le dernier niveaux. point, c'est sur la gestion des compétences, c'est la question du 1 plus 1 égale combien. Le fantasme, c'est que ça fasse plus que 2. La réalité, c'est que ça fait souvent moins que ça et quelquefois même moins que 1. Donc, le but, c'est quand même de faire attention à ce que l'ensemble, comme le disait Franck, soit plus structuré, plus performant et vive mieux que chacune des deux entreprises avant. Et pour ça, il y a un certain nombre de conditions aussi de succès qui sont liées à la gestion des compétences. Faire en sorte que les salariés n'aient pas l'impression que tout à coup leur perspective professionnelle s'encombre de nouveaux concurrents internes, évidemment. Donc, gérer les carrières, gérer les emplois, les compétences. Impliquer de façon transversale les équipes dans de vrais projets de nouveaux produits, dans de vrais projets qui ont du sens, et qui soient porteurs de développement. Investir sur la professionnalisation et la structuration de la fonction marketing et commerciale et de la fonction du bureau d'études pour que ces deux
chapitres clés, enfin que ces deux fonctions clés prennent bien la mesure de la totalité du nouveau périmètre de l'entreprise. Et enfin, avoir en tête que des synergies, ça n'est pas nécessairement et peut-être pas principalement de la réduction de coûts. Évidemment, ça peut être important, mais le fait d'être plus grand crée aussi des opportunités de création de nouvelles fonctions, notamment de fonctions managériales, qui vont être dans l'entreprise, qui vont être à la fois des enjeux d'apprentissage et de montée en qualification des collaborateurs et des facteurs de compétitivité et d'efficacité de l'entreprise. Voilà. On a un peu débordé. Est-ce que vous avez des questions ou des réactions sur ce point essentiel lui aussi de la croissance externe et des projets de coopération interentreprise? Alors, si vous prenez la parole, il faut que vous désactiviez, enfin que vous réactiviez le micro en bas à gauche de votre écran. Et vous pouvez réactiver la vidéo aussi si vous voulez. Attendez. Non, a priori, c'était clair, j'espère, et complet autant que possible dans un format un peu contraint quand même. Écoutez, si vous souhaitez en rediscuter ultérieurement, vous pouvez nous contacter ou nous envoyer un mail ou nous appeler pour reparler de ce sujet-là. On est joignable notamment par LinkedIn en l'occurrence essentiellement, et puis par les messageries, mais c'est surtout par là peut-être que vous pouvez nous contacter ou contacter évidemment l'OPCO2I, les syndicats, les organisations professionnelles qui pilotent cet EDEC dont je parlais tout à l'heure en introduction. Donc si vous n'avez pas de questions, comme on arrive un peu au terme aussi du créneau, je vous propose qu'on en reste là. Ce support-là donc sera mis en ligne lui aussi sous 48 heures ou en tout début de semaine par l'OPCO2I, et du coup vous pourrez sans doute redérouler tout ça posément. Le tout étant, il y a à la fois, quand je parle de mise en ligne, c'est à la fois le support lui-même et l'enregistrement sonore, puisque la vidéo a été enregistrée. Voilà, écoutez, si tout est clair ou si vous n'avez pas de questions, je suis en train de regarder le chat, non, a priori il n'y a pas de questions. Je vous propose donc qu'on clôture l'exercice. Donc à votre disposition encore une fois pour conclure sur ces sujets ou sur les autres sujets abordés. Je vous disais donc pour venir au troisième transparent, Franck, peut-être la prochaine échéance, c'est le webinaire consacré, voilà, c'est vraiment le 4 décembre à la valorisation des compétences et de la créativité dans l'entreprise dans un propos de développement technologique et d'innovation et de nouveaux produits. Donc, c'est intéressant parce que les sujets se répondent les uns aux autres. Et puis, donc, le suivant, le 16, sur la performance industrielle. Voilà, bah, écoutez, bonne fin de journée à tous et j'espère donc au 4 pour ceux d'entre vous qui seront là. Merci pour votre écoute. Au plaisir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.